Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour la présentation de mon mémoire d'actuariat. Mon sujet portait sur l'effet du turnover obligataire sur le ratio de solvabilité d'un assureur vie. Alors tout d'abord, le contexte de l'étude, c'est le contrat en euros en contexte de taux bas. En effet, pour cette étude, on s'est placé au 31 décembre 2020, donc une période dans laquelle les taux étaient très bas, voire négatifs. Le contrat en euros garantit sécurité et disponibilité de l'épargne. Donc, pour faire face à ces engagements, l'assureur investit principalement dans des obligations à taux fixe. D'une autre part, la revalorisation de ces contrats dépend de la performance à l'actif de l'assureur, ce qui explique pourquoi la baisse des taux, ici représentée en vert sur le schéma par le taux moyen des emprunts d'État, est répercutée sur le taux moyen de revalorisation du support euro en bleu. Donc le contexte de taux très bas, voire négatif, pose problème pour faire face aux engagements sur les contrats en euros, parce que souvent un taux minimum est garanti. D'autre part, les placements obligataires des assureurs sont en forte plus-value latente. En effet, par la baisse des taux, les obligations déjà en portefeuille qui ont été achetées précédemment ont des taux de rendement supérieurs aux obligations du moment, ce qui explique qu'elles soient en plus-value latente, donc c'est-à-dire qu'elles ont une valeur de marché qui est supérieure à leur valeur comptable. Donc ici, on a les plus-values latentes moyennes dans le cas des obligations d'entreprise en bleu et des obligations souveraines en vert. Historiquement, les obligations vont plutôt être gardées jusqu'à maturité pour pouvoir faire face aux engagements de long terme des assureurs vie. Nous, on s'est intéressé au turnover obligataire, c'est-à-dire à la vente d'une partie du portefeuille d'obligations pour réaliser ces plus-values latentes. Et donc, on s'est posé la question de savoir si le turnover obligataire peut améliorer le ratio de solvabilité d'un assureur vie. En effet, on a ici le ratio de solvabilité moyen des sociétés vie en bleu et des sociétés non vie en vert. Donc, la généralisation des taux négatifs en 2019 explique en partie la baisse du ratio qui passe de 259% qui diminue en partie, du coup, dû à la généralisation des taux négatifs. Cependant, on observe une hausse du ratio entre 2018 et 2019 et elle s'explique en partie par l'arrêté du 24 décembre 2019 qui rend possible d'intégrer partiellement la provision pour participation aux bénéfices, la PPB, qu'on verra plus tard, au fonds propre. Donc, c'est une provision technique et c'est possible de l'intégrer partiellement au fonds propre. Ici, un disclaimer pour dire que en fait, l'objectif du mémoire n'était pas de dire s'il fallait mettre en place ou non un turnover obligataire, parce que l'optimisation du ratio de solvabilité n'est pas un critère suffisant pour justifier de la mise en place d'une nouvelle décision de gestion. On s'est simplement intéressé à son effet sur le ratio de solvabilité et sur d'autres flux de référence. Alors, dans un premier temps, on va voir l'effet que l'on attend sur les bilans comptables et prudentiels de l'année. Ensuite, on passera à l'application à un portefeuille épargne, donc un assureur qui ne commercialise que des contrats en euros, pour illustrer les effets
attendu. Donc, on va voir l'effet du turnover sur le ratio de l'année. Ensuite, on effectuera des tests de sensibilité parce que l'effet du turnover est très dépendant des hypothèses prises pour la projection. Et enfin, on verra l'effet du turnover à un peu plus long terme, donc sur le ratio de solvabilité projeté dans un an. Enfin, on conclura sur les effets de cette décision de gestion et sur les limites de l'étude. Alors, quel est l'effet attendu sur les bilans comptables et prudentiels de l'année? Donc, on se place tout d'abord dans le référentiel comptable, dans lequel on produit un bilan social. Donc, l'actif est évalué en valeur comptable et au passif, on retrouve fonds propres comptables et provisions techniques. Donc, lorsque l'on vend une obligation en plus-value, la plus-value réalisée doit être dotée en réserve de capitalisation, qui est une réserve qui se situe au passif du bilan. Donc, l'objectif de cette réserve de capitalisation, c'est de protéger les assurés parce qu'elle est reprise en cas de réalisation de moins-value obligataire. Donc, le mécanisme de la réserve de capitalisation fait qu'on n'a pas d'effet du turnover obligataire sur le taux de rendement de l'actif de l'année. En effet, la plus-value réalisée ne sort pas en résultat, mais reste isolée dans la réserve de capitalisation. Et donc, mécaniquement, le turnover n'a pas non plus d'effet sur la participation aux bénéfices servis aux assurés, ni sur le résultat de l'assureur, qui dépendent donc de ce taux de rendement de l'actif, TRA. Donc, on se place maintenant dans le référentiel prudentiel, dans lequel le turnover a cette fois-ci un effet. Tout d'abord, l'actif est évalué en valeur de marché, ce qui fait apparaître les plus-values latentes. Et au passif, best estimate et fonds propres fonctionnent comme des vases communicants. On rappelle ici leur formule. Donc, le best estimate, c'est l'espérance des flux relatifs au contrat actualisé. Et les fonds propres prudentiels, ici FPP. Donc là, je détaille leurs composantes parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc nous, on a appelé, c'est l'espérance de ce qu'on a appelé actif résiduel, qui est l'actif de fin de projection, donc l'actif qui reste quand l'assureur n'a plus d'engagement, plus la somme de garantie, ce sont les impôts, plus les frais financiers qui sont à l'assureur, c'est-à-dire sur l'actif qui est en face des fonds propres, moins la recapitalisation, qui est une décision prise lorsque, durant la projection, les fonds propres comptables passent en dessous d'un seuil défini. Donc, on voit que Best Estimate et fonds propres prudentiels nécessitent de projeter actifs et passifs. Et donc, si on met en place un turnover obligataire, on s'attend à une diminution du taux de rendement de l'actif. En effet, on va réinvestir dans des obligations du moment qui ont des taux moins élevés dus à la baisse des taux que les obligations que l'on avait en portefeuille. Et donc, mécaniquement, cela va diminuer la participation aux bénéfices servis futurs, qui dépend donc de ce TRA. D'un autre côté, on s'attend à une augmentation de l'actif résiduel par la réserve de capitalisation qui sera plus dotée du fait de la réalisation des plus-values latentes. Et du coup, on s'attend à une diminution du best estimate et une augmentation des fonds propres prudentiels via l'actif résiduel. Et donc, le turnover peut améliorer le ratio de solvabilité de l'année, qui est les fonds propres prudentiels sur le SCR,
Le SCR étant le capital requis pour limiter la probabilité de ruine dans un an à 0,5%. On l'a déterminé dans ce mémoire par la formule standard. On applique un choc défini par l'EIOPA pour chacun des modules de risque auxquels notre assureur est soumis. Donc, dans notre cas, ce sont les modules de risque vie et marché et leurs sous-modules suivants. On s'attend à une hausse du SCR de marché. En effet, les plus-values latentes traduisent le fait que les obligations qu'on a en portefeuille ont des taux de rendement plus élevés que le marché. Et ces taux plus élevés peuvent servir à l'assureur pour absorber les chocs de marché. Cependant, on s'attend que la hausse du SCR de marché soit moins importante que celle des fonds propres prudentiels via l'actif résiduel. Et donc, on s'attend à une amélioration du ratio de solvabilité de l'année. Alors, on passe à l'application à un portefeuille épargne pour illustrer ces résultats. Donc, pour valoriser un bilan prudentiel, on a besoin du portefeuille de placement de l'assureur et du portefeuille de passif. On projette d'un côté les obligations à taux fixe via un outil de projection de l'actif et des scénarios générés par un générateur de scénarios économiques en univers risque neutre. D'un autre côté, on projette les flux de passifs de manière déterministe. Enfin, on va projeter les interactions actives-passives via un outil ALM. Donc, dans notre cas, celles qui nous intéressent, ce sont en particulier la gestion d'actifs et la politique de participation aux bénéfices. Dans notre cas, on va projeter sur 40 ans et 5000 scénarios. Et là, je vais décrire un peu plus précisément donc, l'état initial de l'assureur et les hypothèses que l'on a prises pour la projection, parce que les résultats sont fortement dépendants de ces hypothèses. Donc, tout d'abord, le bilan comptable de l'année. Donc, au 31 décembre 2020, on a un actif composé uniquement d'obligations à taux fixe, donc pour 78% de la valeur comptable, d'actions et de monétaires pour le reste. Au passif, on a uniquement des contrats en euros. Donc le passif se divise en 10% de fonds propres comptables, donc, dont les composants sont décrits ici. Et on voit que la réserve de capitalisation correspond à un peu plus de 1/5 des fonds propres comptables. Les provisions techniques, qui sont donc 90% du passif, sont composées de la provision mathématique pour 96% et 4% la PPB, la provision pour participation aux bénéfices. Donc, qui est une provision qui permet à l'assureur de lisser dans le temps le taux servi aux assurés, mais qui doit être obligatoirement reprise sous 8 ans. Donc, on connaît aussi les différentes générations de dotation à la PPB. Alors, nos données de marché au 31 décembre 2020, on a donc une valeur de marché qui se divise en 80% obligations, 10% actions et 10% monétaires, et une plus-value latente globale de 15%. Donc, on voit qu'elle est principalement obligataire. Par portefeuille, on voit qu'on a un portefeuille obligataire en plus-value latente de 17%. Donc, pour la projection, on va garder une allocation cible de 80% obligations, 10% actions, 10% monétaires. Et on fait l'hypothèse d'un réinvestissement obligataire dans des obligations à taux fixe et émises et remboursées au pair de maturité 10 ans. Donc, ils seront, elles, achetés au taux du moment. Enfin, j'ai décrit notre algorithme de participation aux bénéfices.
parce que c'est par la participation aux bénéfices que ce qu'il se passe à l'actif est répercuté sur le passif. Donc, on fait une hypothèse d'absence de taux minimum garanti sur nos contrats. La PB minimale réglementaire correspond à 85% du taux de rendement de l'actif en face des provisions techniques. En effet, puisqu'on est dans le cas d'un assureur épargne, on n'a pas de résultat technique. Et donc, finalement, la PB distribuable, PB dist, c'est la somme de la PB réglementaire minimale et de la reprise réglementaire, REP-REGL, de la PPB dotée il y a 8 ans. Et enfin, notre PB cible, donc notre taux, va varier dans cet intervalle, donc varie d'au plus 0,5% par rapport au taux de PB servi l'année précédente, par rapport à où se situe le taux moyen d'emprunt d'État de l'année. Donc, on effectuera des tests de sensibilité aux hypothèses de PB cible. Donc ici, les bornes à 0,5% et à l'absence de TMG. Alors, quel est l'effet du turnover obligataire sur le ratio de solvabilité de l'année? Donc, on a implémenté le turnover dans l'outil ALM. Notre turnover, il s'agit d'un désinvestissement d'un pourcentage défini par l'utilisateur sur le portefeuille obligataire lorsque celui-ci est en plus-value latente. Donc, on a d'abord testé un taux de turnover de 5%. Donc, en fait, ça correspond à réaliser 5% de plus-value à chaque pas de projection. Donc, on obtient les résultats suivants. La PVFP, qui est un indicateur de rentabilité et qui est l'espérance des résultats futurs actualisés, augmente avec le turnover. Les fonds propres prudentiels augmentent, le SCR augmente. Et lorsqu'on détaille les composantes du SCR, on voit qu'il est pratiquement entièrement déterminé par le SCR de marché, qui augmente avec le turnover obligataire. Mais finalement, le ratio de solvabilité augmente. Il passe de 195% sans turnover à 210% avec le turnover de 5%. Alors, on va expliquer ces variations en observant l'effet du turnover sur les flux d'intérêt. Donc là, on a les flux en fonction de l'année de projection. Donc, on projette sur 40 ans. Donc, on a le taux moyen des emprunts d'État en vert et le taux de rendement de l'actif, le taux cible et le taux servi en très plein dans le cas sans turnover et en très pointillé dans le cas avec le turnover de 5%. Donc, ce qu'on observe, c'est effectivement une diminution du taux de rendement de l'actif lorsqu'on met en place le turnover. Cette diminution du taux de rendement de l'actif implique via la PB réglementaire une diminution du taux servi et du taux cible. Et on voit donc que le taux cible et le taux servi s'éloignent du TME. Donc, l'éloignement du taux servi par rapport au TME implique une hausse des rachats conjoncturels. Donc, ce sont les rachats qui dépendent de la conjoncture économique. Donc ici, on le voit à gauche, donc toujours en très plein sans turnover et avec le turnover de 5% en très pointillé. Et cette hausse des rachats conjoncturels fait qu'on a une diminution durant la projection de la provision mathématique. Donc ici à droite.
Aussi, pour servir un taux proche du taux cible le plus longtemps possible, la PPB est plus vite reprise dans le cas où on a mis en place un turnover de 5%. D'un autre côté, du coup, la réalisation des plus-values implique une réserve de capitalisation qui est plus dotée. Donc, ici à gauche, on voit qu'elle est supérieure d'environ 13 millions d'euros en fin de projection et une part d'actifs à l'assureur plus importante parce qu'on a fait l'hypothèse que les résultats réalisés en face de la réserve de capitalisation durant la projection vont à l'assureur. Donc finalement, pour illustrer l'amélioration de la PVFP, on a observé donc les deux composantes de la PVFP, qui est d'une part le résultat administratif, qui est les chargements moins les frais, et le résultat financier de l'assureur. Donc, on observe une légère diminution du résultat administratif avec le turnover, dû au fait que la diminution de la PM durant la projection fait qu'on a moins de chargements. Par contre, on a une plus forte hausse du résultat financier dû au fait de l'hypothèse que les résultats en face de la réserve de capitalisation reviennent à l'assureur. Alors, pour illustrer l'amélioration des fonds propres prudentiels, on a observé donc leurs 4 composantes. Donc, on observe que le turnover obligataire augmente toutes les composantes, mais en particulier augmente l'actif résiduel, donc dont l'augmentation est principalement due à la réserve de capitalisation plus importante en fin de projection. Donc, on a aussi, pour expliquer la hausse du SCR, donc on avait vu qui était due à la hausse du SCR de marché. On a observé les composants du STR de marché. Donc, on voit qu'avec le turnover obligataire, on est plus sensible aux 3 chocs, donc le choc de taux baisse, le choc action et le choc de spread. Donc, pour expliquer cette sensibilité plus élevée, on définit la capacité d'absorption, qui est la différence entre le BE, le Best Estimate non choqué, et le Best Estimate choqué, sur la différence de la market value initiale, donc la valeur de marché initiale non choquée, et de celle choquée. Donc, en fait, cette capacité d'absorption quantifie l'absorption du choc de marché par la variation de Best Estimate, c'est-à-dire par la diminution du taux servi aux assurés. Donc, elle est définie dans le cas du choc action et du choc de spread. Et on observe une diminution donc, de cette capacité d'absorption qui s'explique par le fait qu'avec le turnover obligataire, on sert, comme on a vu déjà, moins aux assurés et donc on a moins la possibilité d'absorber le choc de marché en servant encore moins. Donc, pour le choc de taux, elle n'est pas définie parce qu'il y a un effet sur la variation de Best Estimate, mais aussi un effet d'actualisation. Et donc, en fait, on est plus sensible à ce choc parce que c'est un choc qui vient diluer le rendement de l'actif et celui-ci est déjà dilué par la mise en place du turnover. Donc, voilà, pour rappeler, un turnover obligataire de 5% a amélioré le ratio de solvabilité de l'année. On est passé de 195% à 210%. Donc, on a effectué des tests de sensibilité parce que
s'est demandé si, par exemple, un taux trop élevé de turnover pouvait dégrader le résultat ou si le résultat était trop dépendant aux hypothèses que l'on avait prises. Donc, tout d'abord, on a étudié la sensibilité au taux de turnover. Donc, on a fait varier le taux de 0 à 30%. Donc, ici à gauche, on a le ratio de solvabilité de l'année et en fonction du taux de turnover. Et à droite, on a l'APVFP, qui est l'espérance des résultats futurs par rapport au taux de turnover. Donc, on observe que le ratio de solvabilité de l'année augmente avec le taux de turnover. Il est optimal pour un taux de 15%, puis il débute une lente décroissance. Par contre, la PVFP, elle est optimale pour un taux de 3% et ensuite elle est dégradée à partir d'un taux de turnover de 10%. Alors, pour expliquer la variation du ratio de solvabilité en fonction de taux de turnover, on a observé les variables suivantes. Donc, on observe que les fonds propres prudentiels, donc bruts, c'est-à-dire non retraités des impôts différés et de la marge pour risque. Donc, les fonds propres prudentiels sont croissants en fonction du taux de turnover et ils suivent la croissance de l'actif résiduel en vert un peu plus foncé. Cependant, l'actif résiduel, à partir de 10%, ne suit plus la hausse de la réserve de capitalisation en fin de projection, donc ici en vert plus foncé. Et c'est parce qu'il est impacté par la baisse de taux de rendement de l'actif due au turnover. Et on a aussi une recapitalisation qui est plus élevée à partir de 15%. D'un autre côté, on a aussi un SCR qui est croissant en fonction du taux de turnover et il est pratiquement entièrement déterminé par le SCR de marché. En fait, à partir de 15%, la hausse du SCR est plus importante que celle des fonds propres prudentiels. Donc, pour l'APVFP, on a donc les trois éléments qui la composent. On a une hausse du résultat financier par rapport au taux de turnover, mais elle est élevée pour des taux inférieurs à 5%. Puis ensuite, finalement, la baisse du résultat administratif et la hausse de la recapitalisation donc, dégradent la PVFP à partir de 10%. Alors, on a effectué des tests de sensibilité à la politique de participation aux bénéfices cibles donc, et à l'absence de taux minimum garanti. Donc, ici, sur les graphiques, on retrouve encore là le ratio de solvabilité et la PVFP de l'année. Donc, le bleu moyen, c'est le cas de base, donc les bornes à 0,5%. On a testé donc des bornes plus petites à 0,25% pour la PB cible. Donc, ces bornes sont plus contraignantes pour l'assureur parce qu'il a moins la possibilité de faire varier sa PB cible par rapport au taux servi de l'année précédente. Et aussi des bornes plus grandes à 0,75%. Donc, celles-ci sont moins contraignantes pour l'assureur. D'ailleurs, on observe sur les graphiques que le bleu foncé, le bleu le plus foncé est le plus haut sur les graphiques. On a testé, plutôt que de déterminer la PB cible par rapport à où se situe le TME de l'année, on a plutôt regardé où se situe la moyenne des 3 derniers TME. Donc en orange, et enfin on a mis un taux minimum garanti à 0,5% sur tous les contrats, donc en vert.
Donc finalement, on s'est rendu compte qu'on était aussi sensible, quelle que soit la politique étudiée. On peut juste remarquer que le taux minimum garanti coûte cher à l'assureur, comme on voit la courbe verte sur le graphe de PVFP. Donc, pour finir, on s'est intéressé, on a voulu savoir si le turnover pouvait avoir un effet pervers dans le temps. Donc, on a étudié son effet à court terme, donc sur le ratio projeté dans un an. Alors, la méthode de projection utilisée, c'est une méthode simplifiée, donc où en fait on a une seule projection primaire. Donc, pour cette projection, on a besoin de faire des hypothèses. Donc, on fait l'hypothèse d'une collecte nulle. On prend pour courbe de référence la courbe des taux forward de la courbe EIOPA au 31 décembre 2020. Et pour performance action, on prend celle du CAC 40 depuis sa création. Donc finalement, ces hypothèses font que les conditions économiques sont meilleures au 31 décembre 2021. En effet, la courbe des taux augmente légèrement et le CAC 40 a eu une très belle performance depuis sa création. Donc on a donc le bilan comptable au 31 décembre 2021 et les valeurs de marché. Et pour avoir le bilan prudentiel au 31 décembre 2021, on effectue une projection risque neutre comme on avait décrit précédemment, c'est-à-dire sur 40 ans et 5000 scénarios en univers risque neutre. Donc, quels sont les résultats obtenus? Donc, on a toujours le ratio de solvabilité en fonction du taux de turnover à gauche et la PVFP à droite. Donc, on observe finalement que dans un an, le ratio de solvabilité est dégradé à partir d'un taux de turnover de 10%. Et la PVFP, elle, est dégradée pour tout taux de turnover. Et elle devient même négative à partir d'un taux de 10%. Donc, pour expliquer cette variation du ratio de solvabilité, on regarde les mêmes variables que tout à l'heure. Et ici, on observe qu'en fait, les fonds propres prudentiels et l'actif résiduel ne sont plus strictement croissants en fonction du taux de turnover. Et ceci est dû à l'impact plus fort de la baisse de taux de rendement de l'actif, qui devient même négatif durant la projection dans certains scénarios. Et on a par contre un SCR qui est, lui, toujours strictement croissant en fonction du taux de turnover, toujours pratiquement entièrement déterminé par le SCR de marché. Et la hausse du SCR est plus forte que celle des fonds propres prudentiels. Donc pour la PVFP, on a finalement, dans un an, un résultat financier qui n'est pas vraiment augmenté et même qui diminue à partir d'un taux de turnover de 10%, parce que lui aussi, il est fortement impacté par la baisse de taux de rendement d'actifs. On a toujours un résultat administratif qui est décroissant en fonction du taux de turnover et la recapitalisation qui devient plus importante à partir de 10%. Alors, quelles sont les conclusions sur cette décision de gestion et les limites de l'étude? Donc, la baisse des taux lente et continue depuis 40 ans se répercute sur le taux de revalorisation des contrats en euros
et dégrade la solvabilité des assureurs vie. Donc, comme on a vu, mettre en place un turnover obligataire améliore la solvabilité de l'année, mais au risque de détériorer la solvabilité future. Donc, comme on a vu, déjà à partir du très court terme, c'est-à-dire à partir d'un an. Cet effet dépend fortement de la situation initiale de l'assureur et des hypothèses prises pour la projection. C'est pour ça qu'ici, j'ai explicité celles qu'on avait prises pour cette étude. Et enfin, le contexte des taux a changé récemment avec la Fed qui va augmenter graduellement ses taux directeurs et sûrement la BCE qui va suivre. Donc, il faudrait étudier l'effet du turnover dans le cas d'une remontée des taux, ce qui n'est pas le cas dans ce mémoire où on a uniquement étudié son effet dans le contexte de taux bas durable. Voilà, merci pour votre attention. Vous pouvez vous poser vos questions par le chat et j'essaierai d'y répondre. Ok, donc je vais commencer à lire vos questions. Donc, l'amélioration du ratio de solvabilité se fait au détriment du taux servi aux assurés. Oui. De combien voient-ils la rentabilité de leur investissement baisser? Donc ça, on avait pu voir sur donc le graphique, je le remonte. Donc celui-là, le taux servi, donc qui est finalement ce que les assurés gagnent. Donc ici, vous pouvez voir de combien ils voient leur investissement, la rentabilité de leur investissement baisser. Mais effectivement, le turnover implique une diminution de ce que l'on sert aux assurés. Alors, quel est le module de risque de marché qui varie le plus après turnover? Donc ça, je vais remontrer aussi. Donc, c'était ce graphique-là. Donc là, clairement, c'est le module de risque action qui varie le plus après la mise en place du turnover. En tout cas, pour le turnover, ici, c'est le cas du turnover à 5%. Et c'est dû à la diminution de la capacité d'absorption des pertes que ça augmente. Oui, exactement. Donc ici, on l'avait pour le choc action, qui passe de 32% sans turnover à 19% avec le turnover. Donc c'est une forte baisse comparée au choc de spread. Alors, pourquoi seulement des taux fixes et pas des taux variables ou indexés sur l'inflation? Parce que du coup, nous, on s'est intéressé, justement, en fait, le but du turnover, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe si on réalisait les plus-values. Et donc, si on est avec des obligations à taux variable, en fait, il n'y aura pas de plus-value latente. Donc, on a simplifié et on a mis à l'actif que des obligations à taux fixe pour vraiment étudier l'effet de la réalisation des plus-values. Ok, alors là, ok, donc, alors, ok, merci pour la présentation. L'étude a été effectuée au 31 décembre 2020 dans un environnement économique particulièrement extrême. Donc, avez-vous effectué des sensibilités au niveau des taux?
j'ai les seules sensibilités qui ont été effectuées. Ce sont celles pour la détermination des SCR, donc celles au choc, enfin, le choc de taux baisse et le choc de taux hausse. Et donc, on est plus sensible effectivement à un choc de taux baisse et par contre, on n'était pas sensible à un choc de taux hausse, mais ce sont les seules sensibilités qui ont été réalisées par rapport au niveau des taux. Alors, quelle était l'hypothèse de maturité de réinvestissement dans le modèle ALM? Donc ça, je pense que c'était donc le réinvestissement obligataire qui se faisait dans des obligations à taux fixe de maturité de 10 ans, donc qui correspondait à peu près à la duration du passif. Alors, avez-vous réalisé des projections sur un horizon plus lointain, 10 ans par exemple, et quels sont les impacts quantitatifs sur PVFP et ratio? Non, donc on a uniquement réalisé une projection à très court terme, donc dans un an, et on n'est pas allé plus loin. Donc non, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, merci pour cette présentation. Est-ce que l'étude a porté aussi sur une hypothèse de courbe de taux baissière? Non. Non, l'étude, du coup, on a pour courbe de taux de référence celle de l'IOPA qui n'est pas baissière. Donc non, ça, on n'a pas étudié. Alors, quel est le taux? Ok, alors quel est le taux de renouvellement du portefeuille obligataire? Ça, je ne l'ai plus en tête, mais vous pouvez le trouver dans mon mémoire s'il est en ligne, mais je ne l'ai plus en tête. Y avait-il un critère pour sélectionner les obligations sur lesquelles réaliser les plus-values ou bien le taux de turnover était appliqué proportionnellement sur toutes les obligations? Donc, ok, ça ici, justement, ça a été un choix. Donc, vu que c'était un modèle simplifié, c'est de la deuxième proposition, le taux était appliqué proportionnellement sur toutes les obligations. On n'a pas fait de tri en fait dans les obligations dans l'outil ALM. Pouvez-vous rappeler le lien entre turnover obligataire et choc action? Du coup, j'imagine que c'est toujours sur cette slide-là. Eh bien, c'est parce que le turnover obligataire diminue la capacité d'absorption du choc action. En fait, les plus-values latentes traduisent le fait qu'on a des obligations de taux élevés en portefeuille et qui permettent de servir le taux au moins minimum aux assurés et donc d'absorber le choc action en l'occurrence. Et donc là, en mettant en place le turnover, on diminue ce qu'on sert aux assurés et on peut déjà, on réalise les plus-values et du coup, on peut encore moins absorber le choc action parce que on, on a moins la possibilité de diminuer davantage le taux que l'on sert aux assurés. Alors, bonjour, avez-vous des indications sur les taux de turnover par année de projection? Logiquement, en début de projection, les taux étant bas, il y a de forts taux de turnover versus moins de turnover en fin de projection à cause de la remontée des taux. Ben non, alors ici, encore une fois, c'est une simplification de projection. Enfin, même si c'était possible de faire des taux différents durant la projection, là, j'ai gardé un taux constant durant la projection. Donc, par exemple, là, c'est le taux de 5%. Donc, c'était 5% à chaque pas de projection. Alors, avez-vous regardé l'impact du turnover sur la TIVOG du BE?
J'ai regardé, mais encore une fois, je ne l'ai plus en tête. C'est dans le mémoire. S'il est en ligne, vous pouvez le trouver. Donc voilà, je suis en bas. Ben voilà, je vois plus de questions. Ah si, je vois une question. Alors, un assureur vie est censé en théorie garder ses titres obligataires jusqu'à maturité. La réserve de capi est d'ailleurs un garde-fou pour éviter les ventes obligataires dans le but de gonfler son résultat FI. Oui. Comment un assureur pourrait justifier la mise en place d'une politique de vente obligataire de 10% par an, par exemple? Mais justement, c'est-à-dire que là, c'est pas ce que j'ai cherché à faire dans ce mémoire, c'est-à-dire que je veux pas justifier de la mise en place d'un turnover obligataire parce que finalement, j'ai que regardé l'impact du turnover sur le ratio, la PVFP et les flux. Donc en fait, il ne suffit pas voilà, de chercher à optimiser le ratio de solvabilité pour justifier de la mise en place d'une nouvelle décision de gestion. Donc ça, j'imagine qu'il faudrait étudier beaucoup d'autres choses avant de pouvoir justifier de la mise en place d'une vente obligataire de 10% par an. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et toutes vos questions. Et puis, je vous souhaite un bon après-midi.